Bonjour à tous, merci, merci d'être présent. Heu, je, moi, je fonctionne beaucoup à l'interactivité, donc n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. Je vais juste me mettre le chat sur l'écran. Hop, voilà. Heu, heu et du coup, hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai de les voir. Si jamais je les vois pas, Lucille m'aidera peut-être à les reprendre quand il faut. Et puis, du coup, ça me fait un peu bizarre de ne pas voir du tout vos visages, mais donc soyez pas surpris si des fois je regarde beaucoup par là, c'est pour regarder le chat. Voilà. Du coup, je vais me lancer dans le vif du sujet. Hop. Ah, je vais juste remonter un peu ça. Vite. Voilà, pour que vous me voyez. Ce serait dommage de rater ça. Donc, la facilitation graphique à l'ère post-Covid. Avant le Covid, j'étais facilitateur graphique et puis après le Covid, mon métier s'est beaucoup transformé, donc je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous intéressera, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une vérité unique, hein. Il y a une part de ce que je dis là qui est de l'ordre du vécu, même si j'avoue, j'ai été poser la question à mon ami ChatGPT hier soir par acquis de conscience pour voir quel a été l'impact du Covid sur la facilitation graphique. Et il a dit à peu près ce que je vais vous dire. Donc ça m'a rassuré. Je me suis dit, bon, ok, je ne suis pas plus intelligent qu'une intelligence artificielle, mais je ne suis pas non plus bête. Donc ça, c'est pas si mal. Euh, voilà. Du coup, pardon, qui suis-je? Qui suis-je? Moi, je suis père de 2 enfants. J'étais directeur de projet en ESN depuis des années. Quand une collègue m'a dit, au lieu de dessiner n'importe quoi en réunion, tu ferais mieux de dessiner la réunion. Ça s'appelle la facilitation graphique. Du coup, je suis devenu facilitateur graphique. Je suis tombé dedans il y a 8 ans. J'ai fait une petite formation avec Pierrick Thibault, là, dont j'ai regardé la conférence juste avant, qui était passionnante. Et puis, pendant le Covid, donc j'étais freelance en facilitation graphique et je me suis retrouvé un peu tout seul à la maison, sans vie professionnelle, etc. Ça m'a un peu manqué, du coup, j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'en fait, j'avais besoin de la stimulation d'une équipe et que je suis un animal d'équipe et que j'aime travailler en équipe. Du coup, j'ai repris des fonctions de chef de projet, des fonctions à plein temps, mais je reste freelance en facilitation graphique en extra. Voilà, j'aime bien lancer des idées un peu bizarres des fois. Donc, j'avais lancé, il y a 7 ans, j'avais lancé un picto par jour pour monter en compétence sur la facilitation graphique. Je crois que le site existe toujours grâce à Romain Couturier, qui est dans nos rangs aujourd'hui aussi. Merci à lui de faire vivre ça. Et puis, il y a quelques années, avec des copains, on a lancé les formations de Noël, où on donne des formations gratuites en échange d'un don d'un jouet au Secours populaire ou à d'autres associations, mais pour les enfants à Noël. Et puis, il y a plein d'autres choses dans ma vie, etc., etc. Alors, je ne crois pas que ChatGPT fasse de la facilitation graphique pour l'instant. Par contre, Teams a rajouté une IA pour faire les comptes rendus de réunion, qui est en train d'être bêta-testé, je crois. Et je ne serais pas surpris que bientôt, les comptes rendus de réunion en facilitation graphique soient très faisables avec un croisement entre ChatGPT et Midjourney. Donc, les heures des facilitateurs graphiques sont comptées. Mais tant mieux, c'est bien. Il faut que le monde change. Donc, je vous disais, je suis devenu chef de projet à temps plein. Donc, je travaille pour Concerto, une ESN avec une ambiance très, très humaine. On est une petite ESN, hein, on est 500. Euh, mais mais c'est une boîte construite autour de belles valeurs et du coup, je m'y épanouis pleinement. Et voilà. Au sein de Concerto, je fais partie, entre autres, du Phare Rose. Le Phare Rose, c'est la communauté agile de Concerto. Et donc, le phare rose et jaune. Alors, les premières fois que je l'ai dessiné, je le dessinais rose. C'était encore plus phallique que quand on le dessine jaune. Voilà. Je vais vous parler un petit peu d'un livre auquel j'ai contribué qui s'appelle Le guide de survie au management hybride, qui est un livre écrit par Sacha Lopez avec la participation de Florence Le Belair et mes illustrations. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que ça rejoint un peu mon sujet de cette transformation du monde de travail à l'ère post-Covid. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus loin.
Et ils n'ont pas du tout retenu la couverture que j'avais dessinée, qui était sur la slide précédente. Ils ont fait une couverture que je trouve pas très moche. Du coup, je leur ai demandé de rajouter illustration intérieure par Marc Duguay. Mais voilà, ça ne change pas la qualité du contenu du livre. Mais je ne suis pas fan de la couverture. Du coup, l'ère post-Covid, c'est quoi? Donc, l'ère post-Covid, ben, c'est dans notre monde de travail maintenant, on ne travaille pas tous au même endroit. Alors, c'était déjà un peu le cas avant. Avant le Covid, on pouvait avoir des équipes réparties sur 1, 2 bâtiments, etc. Commencer à avoir un peu de télétravail, quelques trucs comme ça. Mais ça restait assez à la marge. C'est vraiment devenu quelque chose de beaucoup plus général. Ça s'est vraiment généralisé. On a quasiment tout le monde dans les métiers du service font du télétravail, peuvent utiliser des tiers-lieux, se déplacent chez les clients, travaillent aussi bien de chez le client que depuis les locaux de leur agence, etc., etc. L'organisation est devenue vraiment décentralisée. Elle n'est plus basée sur un lieu. Elle est volatile, enfin, elle est répartie. Du coup, une grosse conséquence de ça, c'est la généralisation des visioconférences, des réunions où on n'est plus physiquement tous dans la même pièce, voire des réunions où une partie de l'équipe est dans une pièce et puis une autre dans une autre pièce et puis des personnes sont chez elles. Donc on a cette hybridation qui s'est faite, on n'est plus dépendant du lieu pour se réunir. Du coup, forcément, ça devient difficile de mettre un papier au mur et de dessiner sur le papier au marqueur. Et on a dû aussi adapter nos outils de facilitateur graphique. Alors, ça a des inconvénients, parce que c'est vrai que le papier et le marqueur, ben, c'est quand même très sympa. Ça a des côtés sympas, hein. Moi, le fait de ne plus avoir aussi souvent à transporter des grandes planches de carton-plume dans le métro, j'avoue que j'apprécie assez. C'était quand même pas toujours simple d'arriver avec des cartons-plumes intacts sur le lieu d'intervention. Donc ça, pour moi, c'est quand même plus simple. Et puis, moins de déplacements, moins de trains. On fait beaucoup maintenant, enfin, je fais beaucoup d'interventions depuis ici, là, depuis mon salon. L'hybridation du monde du travail, j'en ai parlé, donc on n'est plus tous au même endroit, etc. Et du coup, l'impact sur la facilitation graphique, ben, j'en ai aussi parlé. Alors, effectivement, au début, il a fallu apprendre à dessiner des masques, hein, juste après le Covid. Mais donc, effectivement, on intervient beaucoup moins souvent au marqueur sur papier. Enfin, en tout cas, moi, j'interviens beaucoup moins souvent au marqueur sur papier, etc., etc. J'ai parlé de tout en restant sur ma première slide, désolé. On voit que c'est finement préparé. Donc, je vais pas mal vous parler de l'iPad hein, en matériel technique, mais ça marche aussi avec des tablettes Android et des PC, rassurez-vous. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire de la facilitation graphique à l'ère post-Covid? Bah, du coup, on voit que il y a des distances physiques qui se sont rajoutées. Alors, la distance physique, c'est beaucoup mieux expliqué dans le livre de Sacha, mais en gros, qu'on soit à 20 mètres ou à 200 km, c'est pareil. La probabilité qu'on communique de façon verbale, hein, elle chute à peu près à la même vitesse. Du coup, la distance physique, de toute façon, ce levier-là, on ne peut pas jouer dessus. C'est comme ça, maintenant, le monde fonctionne comme ça, on ne pourra pas revenir dessus. On peut jouer sur la distance technique en ayant les bons équipements, des ordinateurs avec des webcams correctes, des bonnes connexions Internet, etc. Ça, on peut jouer sur cette distance technique. Il est important de la réduire autant que possible. Elle a un vrai impact sur la qualité de communication entre les personnes. Quand vous écoutez une visio et que le son est tout haché, ça devient vite très désagréable et ça donne plutôt envie d'écourter. Donc, il faut faire attention à cette distance technique. Et la distance qui va le plus nous intéresser dans le cadre de la facilitation graphique, c'est la distance émotionnelle. Plus on va pouvoir rapprocher les membres d'une équipe, plus on va rendre fluide la communication au sein de cette équipe et les chances que les gens se sollicitent plus facilement, plus aisément. Je dis une équipe, mais c'est au sens large, hein, ça peut être des clients, ça peut être... Voilà, plus on fait un rapprochement émotionnel, plus la communication va être fluide. Moi, ma conviction, c'est que la facilitation graphique, le dessin, vient nous chercher dans nos émotions et donc vraiment
la facilitation graphique a une capacité à venir nous reprendre sur cette distance émotionnelle et nous garder impliqués dans une énième visio, une énième conférence, etc. Grâce au pouvoir du visuel. Je ne sais pas si vous partagez cette conviction, si vous avez constaté les mêmes changements, je ne sais pas si... Touc. Pas de réaction dans le chat, c'est moi qui suis déconnecté ou... En phase, super. Merci, tout à fait. Oui, pour l'émotionnel. Bon, du coup, au moins, je dis pas de bêtises. Merci pour les réactions. Ça fait bizarre de parler tout seul devant son PowerPoint. Du coup, ces 3 distances. La bonne nouvelle, alors pareil, je vous laisserai trouver les chiffres et les explications scientifiques et les études qui sont derrière dans le livre de Sacha. Le livre sort fin mars, là. Merci de partager ma solitude, c'est gentil. La distance physique a moitié moins d'impact que la distance technique ou opérationnelle sur la fréquence de communication. Donc la distance physique a beaucoup moins d'impact que la distance technique, qui elle-même a beaucoup moins d'impact que la distance émotionnelle. C'est-à-dire c'est plus facile d'aller créer une fréquence de communication en travaillant sur la distance émotionnelle qui a beaucoup plus d'impact que les autres distances. Voilà. Du coup, la facilitation graphique, pourquoi elle a d'autant plus d'importance actuellement? C'est dans sa capacité à donner de l'impact au message. Si on a notre orateur qui donne son message, les gens devant une visio risquent peut-être de s'endormir, de faire autre chose, de lire leur mail, d'être sur Discord ou autre. Le fait de voir un dessin se créer, ça va venir faire un impact du message aussi auprès des personnes, ça va capter leur attention et avoir un impact sur le message. Ça va permettre aussi de partager une vision. On a de plus en plus de penseurs visuels. La vision de l'entreprise, elle peut être parfois un peu floue. La vision de l'équipe auquel on appartient, elle peut être parfois un peu floue. La mettre dans un dessin, la partager, ça va vraiment donner de l'impact et créer de l'adhérence, de l'adhésion à cette vision. Dans toute la puissance de la facilitation graphique, il y a le fait de raconter une histoire. On est des êtres humains, les êtres humains, ils aiment savoir ce qui arrive, donc on voit ce gars un peu dépité avec son appareil qui est cassé, il a une idée, il tape dessus au marteau, ça marche pas mieux, mais ça l'a défoulé. Et le fait de raconter une histoire, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de comprendre ce qui se passe. Donc, aller capter l'attention sur les messages grâce au fait de raconter une histoire, c'est vraiment une grande puissance de la facilitation graphique. Et dans ces modes de communication qui sont quand même dégradés par rapport aux modes de communication où on est dans la même pièce et on discute, et ben c'est d'autant plus important d'aller raconter une histoire rapidement et une histoire commune. Ça va permettre de faciliter le groupe, évidemment, même si j'en parlerai plus loin, mais l'aspect facilitation d'un groupe où on prend un marqueur, on se met devant un tableau blanc et on note toutes les idées du groupe, on est en interaction avec eux, on crée une métaphore en live, est plus difficile. Enfin, c'est pas qu'elle est plus difficile, c'est qu'en ligne, il y a plus efficace en utilisant Miro, Klaxoon ou Mural que de prendre un marqueur pour dessiner. Voilà. Et du coup, dans nos outils de facilitateur graphique, ben, on retrouve tous nos outils habituels. Je suis en train de me dire que je suis en train de parler super vite et que du coup, je vais finir vachement en avance. Tous nos outils de facilitateur graphique habituels, les métaphores, toutes les métaphores connues fonctionnent très bien. Ça, c'est plutôt pour l'aspect facilitation. Du coup, par exemple, ouais, c'est clair. Merci, poser des questions, ce serait sympa. Comme je le disais à l'instant, je ne fais plus me mettre devant un tableau blanc avec un marqueur et puis écouter les idées des participants, commencer à poser les idées et puis rajouter des éléments visuels et construire la métaphore en live.
J'aimais bien le faire avec la montgolfière parce que c'est une métaphore simple. Et puis, ça faisait un petit effet waouh des participants de voir leurs idées écrites par des endroits qui leur paraissaient aléatoires au début, puis qui se retrouvent dans le ballon, dans le nuage, dans le soleil, près de l'équipe, dans les lestes ou dans les freins. Maintenant, je le fais dans Mural ou dans Miro. Alors, mon application préférée, ça va être Mural. Je vais en parler un petit peu plus loin. Moi, je préfère Mural parce que les outils de dessin dans l'application Mural sur l'iPad sont un peu meilleurs que dans les autres. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Mais Concerto, par exemple, a des licences de Miro et ça fonctionne très bien aussi pour une approche post-it. Et voilà. Du coup, je fais mes dessins avant dans une autre application. Je les importe dans Mural ou dans Miro. Et puis, j'utilise... autant j'aime bien faire apparaître la métaphore au groupe. Je trouve ça hyper puissant. Autant dans les outils comme Mural ou Miro, c'est quand même plus simple d'avoir la métaphore toute faite, quoi. Vous connaissez tous des métaphores de facilitation graphique. Je n'ai pas besoin d'en expliquer aucune des trois qui sont là, j'imagine, c'est les plus connus. Ouais, Klaxoon, c'est pas top. Ouais. Enfin, les outils de dessin dans Klaxoon sont pas top. La dernière fois que j'ai testé, attention, c'était il y a un moment. Dans nos autres outils, et ça, si vous me connaissez, vous savez que j'en mets partout. Je trouve que les métaphores. La troisième métaphore, c'était la route. C'est un chemin, en fait, la route sur les collines. C'est un chemin qu'on va diviser en plusieurs étapes. Et l'intérêt, c'est, si je vais prendre mon iPad, mais bien sûr, j'ai coupé la diffusion de l'iPad vers le PC. Attendez, une seconde. Hop, hop, hop. Ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Alors pourquoi tu veux pas? iPad, fais ce que je dis. Hop. Du coup, le principe de la route, c'est... on va y arriver. D'habitude, ça marche très bien. Forcément, c'est aujourd'hui que ça marche pas. Voilà. Hop, hop. Hop, voilà. Le principe de la route, c'est on dessine l'équipe au premier plan. Je ne sais pas si c'est assez gros ce que je dessine là dans la retransmission. Bref, on dessine l'équipe au premier plan. On dessine la route sur laquelle est l'équipe et on les dessine sur une colline. Oups. Qui va être la première étape du projet, en fait. Et puis la deuxième colline, c'est la phase 2 du projet. Phase 3. Phase 4. Enfin, voilà. Et du coup, on peut dessiner autant de phases qu'on veut vers les objectifs du projet, voir s'il y a des risques, on peut dessiner un gros nuage, etc. etc. Voilà, je vais un peu vite, mais c'est ça l'idée. C'est plus clair. Ce logiciel-là, c'est Concept. Moi, je préfère généralement utiliser Procreate, mais là, c'est juste que j'ai l'habitude d'expliquer les choses en gribouillant, et du coup, je voulais pouvoir prendre du papier, et l'avantage de Concept, c'est qu'on a une toile qui est infinie. Mon métier a changé depuis le Covid, principalement dans le fait de moins utiliser le papier et les feutres. As-tu une préférence entre l'usage papier et tablette? Je préfère toujours le papier. Et pour le plaisir de dessiner, je dessine sur papier. Et pour sortir des choses qui vont être imprimées ou autres, je dessine sur tablette parce qu'on obtient plus facilement un rendu propre à l'impression. Voilà. Ok. On a lancé un grand débat sur les facilitateurs graphiques qui travaillent sur Concepts et les facilitateurs graphiques qui travaillent sur tablette. Sur Procreate, peut-être. Mais bon, c'est un autre débat. Les deux sont très, très puissants. Hop. Du coup, dans nos outils, il y a... pardon, je n'ai pas repartagé le bon écran. Bougez pas. Dès que j'aurais récupéré un curseur de souris. Voilà. Hop. Tac.
Dans les outils hyper importants en ce moment, je le trouvais déjà important avant le Covid, je le trouve encore plus important quand on travaille en visio ou autre, c'est représenter des personnages pour un oui, pour un non, mais en mettre vraiment plusieurs, enfin mettre des groupes, de montrer de l'interaction, etc., etc. Il n'y a pas besoin d'avoir un style de dessin particulier. On peut faire des bonhommes bâtons à la Dan Rom, des bonhommes rectangles à la Bicablo ou des personnages plus évolués. Ou moi, je préfère toujours ces personnages-là parce qu'ils sont ultra, ultra simples et rapides à faire. Si vous êtes sur des tablettes Windows, moi j'utilisais beaucoup Photoshop avec des raccourcis clavier. Euh, je crois qu'il y a Leonardo, quelque chose comme ça, qui est un peu comme Concept. Il y a Concept aussi sur Windows, il est moins développé que sur iPad ou sur Android. Dans nos autres outils, quand je dis mettre des personnages, c'est vraiment en user et en abuser. Vraiment raconter des histoires et mettre des personnages pour un oui, pour un non. Il suffit souvent de rajouter des yeux et une bouche et on a un personnage. Si vous remettez des bras et des mains, ben c'est bien aussi. Il n'y a même pas besoin de mettre des bras et des mains, hein, si vous regardez le livre qui est là. Mais vraiment user et abuser des personnages dans les lettres, etc. Moi, je ne suis pas super bon sur ce type d'exercice. Vous avez Hélène Pouille qui est juste incroyable là-dessus. Si vous regardez ses travaux, je crois que son site web, c'est sketchnote.fr. Et du coup, il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter. Moi, j'utilise énormément cette métaphore-là parce que dans mes métiers autour de l'informatique, forcément, c'est pratique de pouvoir représenter les systèmes d'information, mais aussi les chatbots, l'IA, etc., etc. Oui, on peut utiliser la facilitation graphique dans Miro, Mural et Klaxoon. Je vais en parler un petit peu plus loin, LBTOR. C'est vraiment ultra important aussi de mettre des émotions. On a été privé d'émotions pendant presque un an avec les différents confinements, les masques, etc., même plutôt un an et demi. On a été privé, amputé d'une grande partie de la communication visuelle. Moi, je me souviens, mon fils était à la maternelle et sa maîtresse avait dessiné un nez et une bouche sur son masque pour que les enfants soient moins meurtris là-dessus. Mais ça laisse des séquelles, donc allons-y à fond et abusons des émotions. Moi, j'aime bien les représenter par le visage, mais du coup, on a aussi dû beaucoup les représenter par les postures. Donc, les postures du corps représentent aussi beaucoup, beaucoup les émotions. Et oui, ça nous fait travailler les expressions des yeux. Effectivement, quand on a un masque, il n'y a que les yeux qui parlent, mais du coup, pour rester dans un style de dessin simple et rapide, si je repasse, où est ma souris là? Si je repasse sur l'iPad, si oula, il est vraiment fin celui-là. Si je mets un masque, en fait, j'ai les yeux effectivement et puis les sourcils éventuellement. Mais là, si je regarde en dessous du masque, hop. Oh, alors. Non, je vais y arriver, hein. Voilà, c'est lui que je voulais attraper. Hop, hop. Mais ça peut être un grand sourire et il est bien heureux. Ça peut être je fais la tête, ou je suis surpris, ou je suis vraiment malheureux. Enfin, voilà, ça. Oui, on peut travailler sur les expressions des yeux, mais c'est quand même, compliqué. Marcus, si tu veux, tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn après la conférence et puis je pourrais t'envoyer une vidéo d'un cours sur les proportions des bonhommes bâtons. J'ai donné un cours sur le sujet, ce sera plus simple. Je dessine toujours sur l'iPad avec le stylet.
Oui, tout à fait, l'expression corporelle, les points d'exclamation, langage de BD, effectivement, ouais. Ben, Amélie, pas de problème, il suffit de m'envoyer un message sur LinkedIn, pas de souci. Je vais repasser sur ma présentation. Hop. Toc. Donc, les émotions. Donc par la posture, effectivement, comme le disait Alexandre, bah, utiliser des petits visuels pour montrer les émotions aussi, ça aide, hein. On peut s'inspirer de la BD, etc., quoi. Ok, Véro, bah, tous ceux qui veulent le cours sur les personnages, envoyez-moi un message par LinkedIn après, et puis je vous enverrai ça en réponse. Dans nos outils, il y a aussi la relation entre les personnages. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est coller les personnages ensemble quand je veux représenter un groupe, les mettre assez près quand ils sont dans une relation habituelle, quoi, usuelle. Quand il y a un peu de distance entre les deux, je vais les éloigner un peu plus, et on peut les faire se tourner le dos pour dire qu'ils s'ignorent, etc., etc. Donc voilà. Ce personnage-là, il est ultra simple, ultra simplifié. 80% des situations en entreprise, il n'y a pas besoin de représenter les bras et les jambes. Donc n'hésitez pas à faire même, j'ai un collègue, Pierre Fauvel, pour ne pas le citer, qui représente des personnages avec juste un rond et un U en dessous. Il met une ombre sur le côté, et puis ça fait le job, quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup se fatiguer. Attendez, j'ai mes ombres qui ne sont pas apparues à l'endroit où je voulais. Elles ne sont pas apparues sur le bon calque. Hop. D'accord. C'est mon trait de stylo qui n'est pas sur le bon calque. Décidément, mes démonstrations aujourd'hui. Donc voilà, il fait un rond et un U, et puis ensuite il rajoute une ombre. Mais je suis maudit, hein. Alors, il y a une gestion automatique des calques dans Concepts, qui souvent est bien, mais des fois, je ne sais pas si vous voyez sur le côté ici, là, ça repasse en manuel, pour des raisons identifiées, mais énervantes quand même. Et du coup, voilà. Donc, un rond avec une ombre, ça suffit à montrer que c'est un personnage, et puis on peut les mettre en situation, etc. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de se fatiguer beaucoup pour représenter des personnages. Moi, j'aime bien rajouter quelques traits pour mettre des expressions, pour les raisons que j'ai expliquées au-dessus. Mais les mettre les uns par rapport aux autres, par contre, pour montrer les relations, c'est aussi un outil puissant. Et le fait qu'on soit souvent en visio, on est privé de cette communication non verbale aussi sur cet axe-là. Donc le fait d'aller le mettre dans le visuel qu'on crée avec le groupe, bah, c'est important aussi. Et tout ça, tous nos outils ne servent à rien si on ne donne pas à voir. Et il y a plusieurs façons de donner à voir, dont je parle juste là. Désolé pour les gyrophares derrière. Du coup, j'ai essayé de classer les différentes façons de donner à voir sur deux axes, entre capter l'attention et travailler dans l'ombre, et puis entre travailler en live et travailler en différé. La facilitation graphique en live, c'est sûrement ce qui va capter le plus l'attention. C'est tout autant en live que le scribing en live. Mais, donc la différence entre facilitation graphique et scribing, c'est clair pour tout le monde ou... Comment on rajoute des bras à ce personnage? Je répondrai après, du coup, Amélie. C'est pas forcément clair la différence entre facilitation graphique et scribing. Du coup, en France, 80% du temps, quand on parle de facilitation graphique, on parle de scribing. Mais le scribing, c'est avoir une posture de scribe par rapport à l'intelligence collective du groupe et éventuellement alimenter l'intelligence collective du groupe grâce à des visuels. Il y a une notion de facilitation, mais la facilitation graphique, c'est vraiment utiliser le visuel pour animer l'intelligence collective du groupe.
Donc, on va utiliser une métaphore comme le speedboat, par exemple, ou ce que je racontais tout à l'heure, quand je prenais un marqueur et que je posais une question au groupe, et je note leurs réponses à différents endroits de la feuille. Puis après, je vais faire un rond autour, une nacelle en bas, un nuage par là, un soleil là, et ça crée une métaphore avec les idées qui se sont créées, et le visuel va apparaître et s'enrichir avec le groupe, ce qui va être incitatif à la prise de parole, et puis ce qui va être aussi, je pense vraiment que c'est le summum pour capter l'attention. C'est aussi le summum pour épuiser, enfin moi ça me fatigue beaucoup de le faire, ça demande énormément de charge mentale. Le scribing en live, et j'ai mis donc sur une intervention en visio, avec diffusion en tant que caméra, un peu comme quand je diffuse mon iPad là, en passant par la caméra virtuelle de OBS, le logiciel, je vous en parlerai plus loin. Les participants me voient apparaître comme un participant, mais c'est l'écran de mon iPad qui est à la place. Donc dans Teams ou dans Zoom, ils peuvent cliquer et suivre le dessin en train de se construire. Et du coup, ça va venir capturer leur attention, mais au moment où ils le veulent. Et c'est l'écran principal va continuer à contenir la présentation de l'orateur. Et puis sur le côté, par exemple ici, là, et ben, en fait, il y aura l'écran de mon iPad, et pour le voir, suivant les logiciels, suivant si c'est Zoom ou Teams, il faut double-cliquer dessus ou cliquer dessus une seule fois. Puis ça passe, ça inverse les deux. Et du coup, c'est assez puissant, quoi. Oui, c'est ça, la facilitation graphique, c'est vraiment faciliter l'intelligence collective du groupe, alors que le scribing, c'est une posture de scribe. On est scribe du groupe, mais on n'est pas contributeur de l'animation, ni contributeur d'idées, quoi. Du coup, le scribing en live en tant que caméra, les gens peuvent aller suivre ce qui se passe, et du coup, ça peut vraiment être puissant pour capter leur attention, parce que voir quelqu'un qui dessine, ça captive. Je vais me remettre avec le partage d'écran, parce que j'ai oublié. Le scribing en off, c'est-à-dire on dessine sans partager son écran, et puis par contre, dans la journée, dans la demi-journée d'animation, il y a des moments de prise de parole du facilitateur graphique qui présente une synthèse de ce qu'il a vu jusque-là, en partageant cette fois l'écran de son iPad, de sa tablette, de son PC, quoi. Du coup, ça c'est proche, enfin c'est à faire en live, mais on a souvent quelques minutes de pause pour aller rattraper un truc qu'on n'a pas eu le temps de finir ou autre. Ça attrape l'attention, mais pas autant que quand c'est diffusé vraiment en live, quoi. Le scribing avec synthèse à la fin, ça capte pas trop l'attention. Un petit peu quand même, quand les gens savent qu'il va y avoir une synthèse à la fin, puis ça remet les messages en tête, quoi. Ou les scribing diffusés juste après l'événement, mais sans passer sur une prise de parole officielle, quoi. C'est proche du live, mais ça capte pas l'attention pendant l'événement. La facilitation graphique avec une métaphore préparée à l'avance. Donc on arrive avec la métaphore toute faite dans Miro, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Maintenant, je fais mon speedboat dans Miro, je le mets dans Miro, et puis je fais intervenir les gens dessus. Le problème, c'est que les gens voient toute la métaphore dès le départ, et du coup, leur attention va être un peu dispersée. Ils vont se dire « Ah, bah, tiens, ça, je pourrais le mettre sur l'île, etc. » C'est pas comme quand on fait juste le bateau au début et ils ne savent pas où on va les emmener. Donc, c'est un peu moins puissant que la facilitation graphique en live pour capter l'attention. Et puis, ce n'est pas tellement en live puisqu'on prépare avant. Après, c'est de la facilitation uniquement. Le scribing diffusé quelques jours après l'événement, j'ai beaucoup hésité, donc c'est complètement en différé, hein. J'ai beaucoup hésité à le mettre en haut sur capter l'attention. Je l'ai monté, mais c'est plutôt dans le sens de ça fait un gros rappel de l'événement. Donc, quelques jours après l'événement, là, le lendemain de l'événement, ici, je fais une petite faute. Hop. Diffuser le lendemain. Ça, c'est pas du live, hein, donc on a un peu le temps pour préparer, on peut faire quelques heures de correction après si on veut. Ça capte pas l'attention, je trouve pas que ça ait un impact significatif quand ça arrive juste après, c'est encore trop frais dans l'esprit des gens, alors que si ça arrive quelques jours, une semaine après par exemple, c'est pas mal.
Ce que j'ai constaté, c'est plutôt des retours très positifs de clients me disant « Ah, c'est bien, ça a remis en tête tous les sujets pour tout le monde ». Donc, tous les sujets abordés la semaine dernière, ça a vraiment fait un coup de refresh, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous partagez ou si vous voyez d'autres modes d'intervention sur des visios que je n'ai pas détaillés là. Alors oui, le scribing, ça peut servir de CR. Ça a aussi une très grosse fonction pour capter l'attention, surtout si vous avez des présentations pas très visuelles, le fait de pouvoir basculer sur un dessin qui se crée ou autre, ça peut vraiment capter l'attention. Après, avec le danger que ça capte plus l'attention que la présentation du directeur qui est en train de passer ou ce genre de choses, ce qui peut déplaire aux commanditaires. Et oui, une diffusion des scribing un peu de temps après. Vraiment, le lendemain, j'ai trouvé que c'était un peu contre-productif. Quelques jours après, ça réancre tous les messages forts éventuellement. Tout à fait. Du coup, il y a différentes façons de faire ça. Donc, une façon que j'utilise beaucoup, c'est la caméra documentaire. La mienne est là, hein, c'est la même que celle qui est à l'écran. Il y a des caméras documentaires où vous pouvez trouver des supports, des trépieds pour facilement mettre le téléphone au-dessus d'une feuille ou autre. Ça permet, c'est hyper simple à utiliser, on la branche sur le PC et ensuite dans Teams, dans Zoom, on a deux webcams, on bascule d'une webcam à l'autre, ce qui est plutôt facile à faire, ça demande un clic. Il y a dans Google Meet, il me semble, où j'ai eu plus de mal à basculer d'une webcam à l'autre, mais il me semble que c'est celui-là. Et puis un autre logiciel de visio obscur fait par Adobe, où j'ai vraiment galéré pour passer d'une webcam à l'autre. Moi, j'aime beaucoup parce que ça permet de travailler sur papier. Donc, si les supports à produire n'ont pas forcément vocation à être diffusés sur les réseaux sociaux ou à être imprimés, etc., c'est vraiment super. Moi, je l'utilise beaucoup en formation parce que comme ça, je prépare aucune slide et puis je mets une pile de feuilles sous ma webcam documentaire et je dessine tous mes supports en live. Comme ça, je peux parler en même temps, etc. C'est hyper pratique. C'est vraiment un très très bon outil. C'est pas très cher pour le coup. On peut faire tout à fait du scribing d'un événement avec. Et simplement, il faut savoir qu'après, il y aura une phase de scan, de nettoyage qui sera peut-être un peu fastidieuse. L'autre mode de partage vraiment simple, c'est le partage d'écran depuis l'iPad. Ça, c'est hyper simple. On rejoint le Teams ou le Skype ou le Zoom depuis l'application de l'iPad. Et puis, quand c'est à nous de prendre la parole, on partage l'écran de l'iPad et on peut partager le dessin qu'on a réalisé. L'inconvénient, c'est que du coup, ce n'est pas en tant que caméra dans le Teams, le Zoom ou autre. Du coup, ça va vraiment être juste sur des prises de parole par moment. Les gens ne peuvent pas décider d'aller regarder ce qu'on est en train de dessiner. Voilà. Dessiner directement dans Miro ou Mural, je vous ai dit que je vous en parlerai plus. Donc, moi, j'utilise beaucoup Miro en facilitation. J'ai Miro par réflexe. Mural aussi, je l'ai beaucoup utilisé jusqu'à ce que je rejoigne Concerto. Si je prends mon iPad, où est-ce qu'elle est ma souris? Je cherche toujours ma souris au mauvais endroit. Si je prends mon iPad et que je cherche Mural, voilà le dessin que j'ai fait. Le souci qu'on a, c'est donc dans Mural, on a un lissage qui est plutôt sympa, mais on a très peu de choix de brosse. On a 2 épaisseurs. On peut changer de couleur et mettre des couleurs présélectionnées. Donc ça, c'est pas trop un problème. Par contre, on a vraiment un choix de brosse limité. Pardon. Et l'inconvénient, c'est aussi la gomme. Si je prends la gomme, ça efface tout le trait. Et du coup, c'est pas parfait, quoi. Et puis, il faut souvent penser à se remettre sur l'application PC pour verrouiller les dessins qu'on a faits pour pas que les participants les bougent, etc., etc. Donc ça fonctionne, mais c'est pas
J'avoue qu'un Miro ou un Mural avec un bon outil de dessin, je serais vraiment preneur. Ah, bon, d'accord. Reconnecte-toi. Bon, ben, je vous montrerai Miro un autre jour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé sur l'iPad, je l'utilise sur le PC essentiellement. Mais il y a dans Miro, les brosses sont un peu moins bonnes encore. On est très très loin d'être sur un outil de dessin. On est très très loin d'être sur un outil de dessin qui soit performant, quoi. C'est faisable. Je l'ai fait sur une session d'une heure et ça a un côté vraiment sympa parce qu'on peut aller mettre des commentaires, etc. S'amuser un peu avec les participants. Ça a un côté vraiment pas pratique parce qu'il faut tout le temps aller verrouiller ce qu'on fait, etc., etc. Le tableau blanc de Zoom, j'ai fait quelques tests il y a quelques jours dans le tableau blanc de Zoom. Euh, J'étais un peu pressé, j'ai pas pris le temps de le creuser plus que ça, donc ça se trouve j'ai raté des trucs. Ça m'a pas paru tellement différent de Miro ou Mural en termes de qualité d'outil, quoi. Pour l'instant, dans ceux que j'ai testés, c'est Mural qui garde les meilleures brosses, les meilleurs pinceaux, outils de dessin. Mais je n'ai pas tout testé loin de là, quoi. C'est pas ça que je voulais, c'était ça. Hop, hop. Partager son iPad depuis un PC. Ou d'ailleurs, ça marche aussi avec les tablettes Android, ça. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Reflector 4, qui reçoit l'image envoyée par l'iPad par AirPlay, et puis qui peut recevoir aussi l'image envoyée par un appareil Android, par Google Cast. Du coup, on obtient l'avantage, c'est qu'on obtient une fenêtre. Après, on n'a plus qu'à partager son écran, on peut mettre la fenêtre en plein écran, etc. L'autre avantage, c'est qu'on peut enregistrer ce qu'on est en train de faire pour en faire une vidéo après, un montage vidéo ou autre, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas très très cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros. C'est par contre pareil, ça veut dire qu'on va devoir prendre le partage d'écran pour diffuser ce qu'on est en train de faire. Ça ne va pas être mis en tant que caméra. Donc le partage d'écran depuis un Mac, elle est toute floue ma photo. Partage d'écran depuis un Mac, c'est un fonctionnement que j'utilise beaucoup parce que c'est hyper rapide à mettre en place, puisque c'est intégré dans macOS en fait, hein, la réception de AirPlay. Il y a deux inconvénients. D'abord, ça se fait forcément en plein écran. On ne voit plus les gens avec qui on est en visio, ça les masque. On a l'écran de l'iPad à la place de l'écran du PC. Eux, par contre, voient bien l'iPad et ça peut permettre de partager. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'explique en gribouillant, donc ça peut me permettre de partager rapidement un petit schéma, un petit crowbar. C'est sans doute la façon la plus simple de faire depuis un Mac. Partager l'écran depuis un Mac avec un logiciel, ben c'est pareil, c'est Reflector 4 que j'avais vérifié la version, il a monté de version il n'y a pas longtemps. Reflector 4 donc, que j'utilise quand je fais ça. L'avantage, c'est que du coup, c'est dans une fenêtre et c'est le partage d'écran standard de Teams ou de Google Meet ou de Zoom. Ça a quand même un inconvénient, c'est que ça induit un peu plus de lag, quoi. Pas beaucoup. Alors, OBS avec une caméra virtuelle, c'est ce que j'utilise là. Donc, j'utilise OBS qui transforme Donc, OBS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit studio de vidéo. Donc, ça me permet d'avoir des scènes... Où est ma souris ? Là. Des scènes préconfigurées et de passer de scène en scène en un clic. Et du coup, je pourrais avoir plusieurs webcams, par exemple, dedans, etc. Et puis, ça me permet aussi d'avoir un flux d'entrée pour l'iPad, ce qui me permet d'utiliser l'iPad, de basculer sur l'iPad assez facilement. Et puis, ça me permet aussi d'être intégré dans les caméras plutôt que dans le partage d'écran. Ce qui fait que si je suis en train de faire un scribing, les gens peuvent venir voir ce qui se passe, etc., quoi. Je ne comprends pas la question si on a un iPad mais mobile autre marque.
Et j'ai pas essayé de dessiner dans Freeform, j'avoue. Je l'ai même pas installé, je crois. Ah si, il est installé. On peut aller voir ensemble ce que ça donne si vous voulez. Hop. Donc Freeform, c'est une sorte de mural qui a été intégré dans macOS et iPadOS. Et du coup, on a les outils de dessin. Bah, manifestement, c'est les outils de dessin de leur application de prise de notes. Pour le coup, c'est à explorer parce que ça doit marcher pas trop mal. Par rapport à des des applications de dessin plus traditionnelles, il va sûrement manquer. Ah, c'est pas mal ça, j'aime beaucoup. Il va sûrement manquer les. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi ça sert ça? Hop. Ah voilà, ok. Il va manquer les calques, il va manquer un lasso un peu plus pratique et un peu plus fin que ça pour pouvoir juste prendre un bout d'une forme. Mais c'est quand même pratique. Et puis, par contre, il doit avoir la reconnaissance d'écriture, j'imagine. Ouais. Bon, ça peut être pratique pour avoir du texte un peu précis, mais bon, à voir. Ça a l'air plutôt mieux que ce qu'il y a dans Mural, en tout cas. Hop. Donc OBS avec la caméra virtuelle, c'est un peu chiant à faire marcher. La chaîne est un peu longue. Et ouais, iPad plus OBS, ouais. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper puissant parce que du coup, là, je pourrais avoir une caméra documentaire, préparer mes scènes, etc. Il faut passer par ce logiciel-là, NDI HX Capture, qui permet de transformer sa capture d'écran en flux vidéo sur le réseau. Et puis dans OBS, il faut configurer, il y a un plugin NDI OBS. Du coup, c'est indépendamment, enfin, du coup, ça peut fonctionner sur Mac et sur PC, hein. Il y a un plugin NDI OBS ou OBS NDI, je ne sais plus. Et il faut installer un petit driver. Et puis, bah, on se retrouve avec un flux vidéo d'iPad qui arrive dans OBS et on en fait ce qu'on veut. Dans OBS, il y a plein de configurations. Enfin, le but, c'est pas de vous faire un tutoriel d'OBS, quoi. Mais ça permet vraiment pas mal de souplesse et puis bah, de faire des présentations bah, comme j'ai fait là, quoi. Voilà. Du coup, c'était tout pour moi. Je ne sais pas si vous voyez d'autres modes de partage. D'autres modes de partage. Et du coup, Jean-Pierre, si tu as besoin d'un coup de main sur OBS plus NDI, là, tu n'hésites pas à me faire un signe et puis je t'aiderai avec beaucoup de plaisir. Le fait qu'il n'y ait pas de calque, c'est quand même assez embêtant pour certains effets de facilitation graphique, mais on peut travailler sans. La caméra au-dessus d'une feuille, ouais, bah, c'est ce que je disais, c'est les caméras documentaires. La mienne est là. On peut utiliser son smartphone comme caméra. Il n'y a pas de difficulté. J'ai aussi des pieds pour smartphone. Ouais. Et j'ai plus de port USB de libre parce que bien sûr Apple a décidé qu'on avait besoin que de 2 ports USB et quand on en met un troisième ça marche pas. Du coup désolé, je ne peux pas vous montrer la caméra documentaire. Si une fois on a peut-être bougez pas. Hop. Zoup. Du coup, tchouk tchouk tchouk. Hop. Je fais tomber bien sûr. Hop. Hop. Du coup, bah, je peux vous montrer si vous voulez. Dans voilà, OBS, l'interface d'OBS, vous voyez qu'ici j'ai une webcam de configurer, ma capture d'écran. Le fond, c'est le petit marqueur qui est là. Et un fond blanc pour faire l'unification. Et puis, bah, je vais rajouter un périphérique de capture vidéo. Par exemple. Et je vais choisir la
IPEVO Ziggy HD+, là, c'est le nom de ma caméra documentaire. Et puis, la voilà qui apparaît. Hop. Et puis, dans OBS, je peux la mettre où je veux. Je vais la mettre là, par exemple. Et donc, ça permet d'avoir une image en A4. Puis, l'intérêt de prendre une caméra documentaire et pas l'avantage par rapport au smartphone au-dessus. Le smartphone au-dessus de l'écran, il va tenter de faire la focale parfois sur le dessus de la main ou sur le haut du stylo. Et du coup, le dessin devient flou. Alors que la caméra documentaire, si je fais la focale, là, j'appuie sur le petit bouton, tac, et maintenant elle bougera plus de focale. Et du coup, même si je mets ma main là, c'est ma main qui devient floue et pas le dessin, quoi. Du coup, on garde le focal sur le dessin. Donc, c'est un peu mieux que le téléphone sur un pied. Le téléphone sur un pied, ça aide quand même. Enfin, ça fonctionne quand même, quoi. Hop. Voilà, je vais repasser. Hop, comme ça. Zop, zop. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je fais dessiner les autres participants? Ça dépend un peu. Si c'est une formation à facilitation graphique, oui, mais du coup, plutôt en individuel maintenant, quand c'est en visio. Je fais moins de travail de groupe dans mes formations. J'aimerais suivre des cours une fois par semaine d'1 heure, 1h30 pour progresser régulièrement. Tu en proposes? Ou tu sais qui propose ce type de format? Je crois que Jean-Pierre Bonafou, avec la Gribouille Academy, a ce type de format, et je crois qu'il y a des picto challenge. Je crois que Romain Couturier propose aussi des exercices réguliers. C'était un peu le principe d'un picto par jour à la base. Tu dois pouvoir trouver encore 200 ou 300 tutoriaux sur un picto par jour, des tutoriaux qui prennent 5-10 minutes à faire, quoi. Donc, ça peut te permettre aussi de progresser assez facilement. Oui, l'avantage du smartphone, effectivement, on peut se balader avec et montrer plein de choses. Oui, pour fixer la focale sur la IPEVO, il y a un petit interrupteur dessus, là. Il faut le mettre sur S, c'est single focal. Enfin, il fait la focale qu'une fois. Et on le met sur C, c'est continuous, et du coup, il fait la focale tout le temps. Ouais, voilà, Romain Couturier fait des formats une fois par mois. Il y a le Picto Challenge. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous voulez, ils peuvent me remercier chez IPEVO. Apple aussi peut me remercier vu le nombre d'iPads que j'ai conseillé d'acheter alors que j'étais anti-Apple il y a encore 6 ans. Maintenant j'ai un MacBook, j'ai un iPad, j'ai 2 iPads, j'ai une Apple Watch, j'ai les AirPods, ils m'ont pourri ma vie. J'ai un iPhone qui traîne quelque part. Voilà. Les iPhones d'ailleurs sont vraiment des mauvais téléphones par rapport aux téléphones Android que vous pouvez avoir pour le même prix. N'achetez pas d'iPhone, sauf si vous êtes entièrement pourri par Apple, comme c'est mon cas. Hop. Hop. Et zoup. J'ai pas d'action chez Apple, non, pas du tout. Il y a un rôti qui a été fait, j'ai mis un QR code là, mais je pense que Lucille va vous mettre aussi le lien dans le chat. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la conférence, ça m'intéresse toujours, j'essaie toujours de m'améliorer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Le plus simple pour me contacter, c'est par LinkedIn. Normalement, j'y passe au moins 2-3 fois par semaine. Je suis beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux que je n'ai été, parce que j'ai une vie personnelle et professionnelle qui envahit déjà bien mon emploi du temps. Mais sur LinkedIn, je passe au moins 2-3 fois par semaine. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, ce sera toujours un plaisir de répondre avec vos questions.